Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au compte de cette édition, retenez que le gouvernement étudie actuellement la demande des syndicats par rapport au prix du carburant. Vous aurez dans ce journal le porte-parole du gouvernement. Électricité des compteurs prépayés installés dans les quartiers. Dans la commune de Kaloum, les populations découvrent ce mode de paiement. Demain, vendredi, le Sili rencontrera le MENA du Niger. Notre 11 national fera sa deuxième sortie demain après son match contre la Tunisie. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En marge des travaux du 46e Forum économique mondial, le président de la République de Guinée, très sollicité par les médias, présent à Davos. Cet après-midi, il était avec la BBC. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Suivez. Il y a un très mauvais moment, au moment où nous avons signé et ratifié des contrats pour 25 milliards de dollars, et essentiellement que avec l'Ebola, évidemment vous avez connu avec la grande panique internationale, vous avez connu le départ de plus que la plupart des investisseurs, donc cela a fait que l'économie s'est retrouvée complètement à terre, parce que les hôtels étaient vides, et tous les projets ont été arrêtés, sauf les projets qui étaient pilotés par les Chinois, comme par exemple le barrage de Kaleta, ou bien Huawei pour la fibre optique, ou bien la route de Conakry-Koya. Ces projets ont continué, tous les autres projets ont été arrêtés. Et étant donné qu'ensuite, au niveau de l'agriculture, la région forestière intervenait beaucoup au niveau de l'agriculture, comme cette région a été la plus touchée, l'agriculture aussi qui nous permettait d'avoir un taux de croissance très élevé a été touchée aussi. Donc c'est pas du tout étonnant que nous n'ayons pas du tout une croissance en 2015. Justement, l'Ebola nous a appris à diversifier notre économie. Aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas les mines. Notre action principale, c'est l'énergie, donc les barrages. Deuxièmement, l'agriculture et l'agro-industrie. Parce qu'en fait, avec l'énergie, nous pouvons aussi développer aujourd'hui des activités industrielles, c'est-à-dire, au lieu d'être exportateurs de produits bruts, nous allons être exportateurs, non seulement nous allons ravitailler notre marché par des produits finis, mais nous pouvons être exportateurs de produits finis. Aussi, nous pouvons être exportateurs de l'énergie parce que nous sommes dans deux groupes, l'OMVS et l'OMVG. L'OMVS, où nous sommes avec 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'OMVG, nous sommes encore avec 3 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. L'interconnexion est déjà financée et la ligne à haute tension vont commencer, les travaux vont commencer bientôt pour joindre Kaleta et Soampiti avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, notre objectif seulement, c'est de développer l'énergie pour l'exploitation, mais surtout pour l'industrialisation de la Guinée. Et évidemment, la maîtrise des nouvelles technologies, c'est pourquoi ma présence ici, pour réellement mieux comprendre la 4e révolution. Vous suivrez l'intégralité de cette interview demain après le journal de 20h. Et puis, mesdames, le ministre de l'économie et des finances a pris part mercredi à un cocktail sur le saut numérique. Cette rencontre a discuté du rôle et de la place de la révolution technologique dans le développement, surtout dans le secteur de la santé. Reportage Ibrahim Keita. La 4e révolution industrielle, c'est sous ce thème que le 46e Forum économique mondial se tient ici à Davos. Plusieurs panels sont prévus et la Guinée veut répondre à toutes les sollicitations. C'est pourquoi Madame le ministre de l'économie et des finances était au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ce cocktail sur le rôle et la place de la technologie dans l'amélioration du système sanitaire dans le monde. Ses partenaires venus du secteur public et privé ont échangé et partagé les expériences en termes de saut technologique touchant tous les domaines de la vie. À tous les niveaux, Madame le ministre de l'économie et des finances a rassuré ses interlocuteurs de l'engagement du président de la République, professeur Alpha Condé, à faire de ce secteur un outil de développement en Guinée, malgré l'impact négatif du virus Ebola sur le développement tout court de la Guinée. Je viens d'assister à une rencontre organisée par le World Economic Forum de Davos sur en particulier les sauts technologiques que l'on peut faire pour améliorer les systèmes de santé. Et donc ma participation à cette rencontre a notamment consisté un petit peu à expliquer ce qu'a été Ebola pour la Guinée, l'impact terrible que cette maladie a eu sur notre pays. Et aussi surtout, je dirais, d'insister sur le fait que l'épidémie, nous voulons en faire une opportunité
pour améliorer la résilience de nos systèmes de santé et notamment en faisant, je dirais, des sauts technologiques, en utilisant les nouvelles technologies, comme par exemple celles liées à la technologie, la téléphonie, ce qui nous permettrait vraiment de toucher les populations à la base et d'améliorer la fourniture des services de santé de manière substantielle. Il s'agit alors pour les participants à cet autre panel ici à Davos de faire de l'économie numérique le moteur de la croissance. C'est pourquoi, durant la rencontre, les représentants du secteur public et les chefs d'entreprise se disent convaincus que le saut technologique est un outil sûr du développement. Tout est un espoir. Je dirais que cette rencontre nous a permis également de faire la connaissance de plusieurs partenaires du secteur privé et cela va aussi, je dirais, dans le sens de discussions auxquelles nous avons assisté un peu plus tôt, qui consiste à promouvoir et à favoriser les échanges et le partenariat entre le public et le privé, ce qui est également, je dirais, un aspect sur lequel le président de la République insiste dans le domaine lié à l'énergie, mais pas seulement. Le domaine de la santé peut aussi être un domaine pour lequel on peut favoriser ces partenariats publics-privés. Après cette rencontre axée sur les nouvelles technologies, d'autres sont au programme et la délégation guinéenne entend profiter au maximum de cette rencontre annuelle pour tisser des rapports de partenariat profitables au pays. Autre sujet de cette édition, suite à la plateforme revendicative du syndicat relative à la réduction du prix du carburant à la pompe, les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement pour satisfaire la population. C'est ce qui ressort de la rencontre que le Premier ministre a eue avec les départements impliqués dans la gestion des hydrocarbures dans notre pays. À propos, on écoute le porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Nous sommes ici aujourd'hui suite à une invitation de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour analyser et évoquer les différents points contenus dans la plateforme revendicative de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG qui nous est arrivée il y a quelques jours et pour laquelle nous devons entamer un dialogue. Et donc le Premier ministre a demandé à 10 de ses ministres, appuyés par des cadres techniques de nos différents ministères, et notamment ceux de l'économie, des finances, du budget, du commerce, des transports, de l'administration du territoire, de lui donner tous les éléments lui permettant d'analyser la situation dans son ensemble. C'est ce que nous avons fait. Pendant 3 heures d'horloge, nous avons évoqué tous les points et toutes les possibilités qui s'offrent à nous de répondre de manière rationnelle, appropriée à tout ce qui est contenu dans cette plateforme syndicale. Et donc très prochainement, nous allons nous entretenir maintenant, suite à cette rencontre, avec les syndicalistes pour entamer ce dialogue social qui, nous l'espérons, comme à l'habitude, va aboutir sur et approprié pour l'évolution de notre pays. Alors, nous tenons compte de l'environnement économique mondial, sous-régional, des réalités de la Guinée, de la structure des prix et des perspectives d'évolution de la Guinée, de nos engagements également, pour prendre une décision. Nous la partagerons certes avec les partenaires sociaux et c'est à ce moment-là seulement que nous saurons sur quel pied danser par rapport à la structure du prix du carburant. La taxe sur la valeur ajoutée TVA passe cette année de 18 à 20%. Cette initiative du ministre du Budget, c'est une initiative plutôt du ministre du Budget. Elle vise à combler le déficit budgétaire du pays autour de l'exercice 2016. Pour un éclaircissement autour de cette démarche, le ministre du Budget a rencontré les acteurs du secteur informel. Compte rendu Amadou Touré. Première rencontre du ministre du Budget et les représentants du secteur informel de Guinée. La démarche s'inscrit dans le but de sensibiliser et d'informer ces acteurs économiques sur la vision de l'État relative à la fixation de la TVA et la promotion du civisme fiscal. Nous sommes dans une logique de construction de l'économie nationale. Cela nous amène à se concerter avec tous les acteurs et voir ensemble ce que nous allons faire. L'expérience que nous venons de vivre avec l'épidémie virus Ebola nous révèle qu'il n'y a d'économie que celle construite par les Guinéens eux-mêmes, en tout cas en Guinée. Donc c'est important que l'on consulte ou qu'on ait des échanges avec tous les acteurs, que ce soit le secteur informel et autres acteurs économiques. L'organisation de ce cadre de
concertation qui a permis aux deux parties d'échanger sur cette problématique d'augmentation de la TVA, surtout sur certains produits de première nécessité. Et donc la compréhension y est, et je crois que c'est ce qui était fondamental. Il faut que chacun comprenne de la nécessité de cette augmentation. En cette période de rareté des ressources extérieures, le gouvernement s'engage à sécuriser les richesses publiques internes en faisant la promotion du secteur privé. L'initiative est saluée par les opérateurs économiques. Je pense que c'est une très bonne chose de notre rencontre avec M. le ministre. Comme il l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on doit dire dans notre pays, si on associe avec les gens qui là on doit appliquer, ça va être très intéressant. Au cours de cette rencontre, le ministre du Budget a proposé aux opérateurs du secteur informel la tenue de leur comptabilité. Mohamed Doumbouya a en outre annoncé l'augmentation de la TVA qui passe de 18% à 20%. Tournée du ministre d'État au transport dans le service relevant de son département, Oyegui Lavogui était à la Société de gestion aéroportière de Guinée. Le ministre a apprécié la grande rénovation effectuée à la SOGEAG et la qualité de la prestation de la société pour satisfaire la clientèle. Fodé Camara. Vitrine du pays, l'aéroport international de Conakry-Bessia fait peau neuve. Les travaux d'extension et de modernisation vont bon train. Après la baisse drastique de la desserte due à la fièvre hémorragique à virus Ebola, le trafic aéroportuaire prend petit à petit un nouvel envol. Il a connu un accroissement de 14% par rapport à 2014. En 2015, l'aéroport de Conakry a enregistré plus de 300 000 passagers. Nous avons fermé l'aéroport, comme le disait d'antan, ce n'est plus un aéro-hangar. Aujourd'hui, je le dis avec fierté, notre aéroport dans la sous-région, faites le tour et vous m'en parlerez. Je le dis. Nous avons fait l'aéroport, nous avons donné aux passagers, nous avons évité les passagers de notre aéroport. Autre innovation, le public ne sera plus sur le parking. Un meeting point flambant neuf, financé par la SOGEAC sur fonds propres, sert de point de rencontre de ceux qui accompagnent ou viennent recevoir les passagers. Un édifice doté de toutes les commodités, des services bancaires, de téléphonie et même la restauration. Moi-même, à un moment, je me suis retrouvé ici à 23 heures avec la rame. J'ai eu une faine de loup, il fallait traverser la route et partir avec tout ce que ça comporte comme insécurité. Donc ce bâtiment, il a été fait pour rendre service, pour que les gens en temps de pluie ne soient pas obligés d'être dans des véhicules, mais plutôt qu'ils aient un espace de rencontre et puis d'échange. Aujourd'hui, les installations aéroportuaires tiennent compte de toutes les normes de sécurité et de sûreté de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Deux passerelles télescopiques mettent les passagers à l'abri des intempéries. Franchement, c'est vrai que je le voyais à distance. Avant que je sois le premier responsable de ce département, on l'appréciait déjà à distance. Entrer, voir les installations, comment ils sont installés, comment ils travaillent. J'avoue que j'étais fortement impressionné aujourd'hui. Donc je leur tire le chapeau et je les encourage à redoubler d'efforts pour qu'on soit beaucoup plus compétitifs. Au niveau de la centrale électrique, pour une question de sécurité, seuls les groupes électrogènes qui aident à la navigation aérienne fonctionnent. Les groupes de production de très grande capacité sont aujourd'hui remplacés par le courant de la centrale hydroélectrique de Caleta. Et les activités de navigation deviennent moins coûteuses et plus respectueuses de l'environnement. Et puis bientôt la relance de la compagnie Air Guinée. Le sujet a été évoqué pendant la rencontre que le ministre Oyegui Lavogui des Transports a eu avec les agents de la Direction nationale de l'aviation civile. Yaya Silla. Depuis plus d'une décennie, la flotte aérienne nationale est absente sur le tarmac. La compagnie nationale Air Guinée et plus d'une quinzaine de compagnies aériennes de droit guinéen ont vu leur permis d'exploitation annulé. Principale raison évoquée, la mauvaise gestion et la faiblesse de leur surface financière. Aujourd'hui, la relance de la compagnie nationale Air Guinée
devient le plus grand défi à relever par les acteurs du secteur aéroportuaire de Guinée. Je pense que la création d'une compagnie passe obligatoirement par le domaine politique. C'est-à-dire qu'il faut que le politique donne d'abord des instructions dans ce sens, et c'est une volonté politique en fait. En gros, c'est une volonté. Dès que la volonté s'affiche, le reste sera quand même possible de faire. Nostalgique de l'âge d'or de la compagnie nationale Air Guinée, pour le ministre d'État, ministre des Transports, il n'y a plus de temps à perdre. Moi, j'ai déjà ma feuille de route. Air Guinée occupe en bonne place et je leur ai dit que leur feuille de route avant décembre, il faut que nous ayons Air Guinée ici, aussi bien pour les vols réguliers en dehors du pays que dans nos capitales régionales. Il faut qu'on ait la possibilité de et sortir du pays, c'est une identité, ce n'est pas normal. On l'a constaté lors de l'investiture du chef de l'État, les avions qui atterrissaient à la seconde, chaque avion, chaque chef d'État atterrissait avec son appareil frappé de label de son pays. Mais pourquoi pas la Guinée? Cette décision survient à un moment où d'autres compagnies aériennes sont en voie de création, notamment Hermano, une initiative des pays membres de la Manoriva Union. Dans ce secteur marchand très concurrentiel, disposer d'une compagnie aérienne nationale devient une question de souveraineté. Je vous le disais dans les titres, cela fait à peine un mois que les habitants de Kaloum prennent connaissance du compteur électrique après paiement. Ce type de compteur permet à l'abonné de la société de payer sa consommation d'électricité par le biais d'une carte magnétique, une prestation que ses agents techniques de EDG et les premiers clients apprécient. Reportage Sekou Fernand Kourouma et Jeanne Dounamou. Électricité de Guinée veut révolutionner la desserte et la consommation du courant électrique dans le pays. Depuis le 18 décembre dernier, les premiers compteurs à prépaiement sont installés à Kaloum. Avec ce système, le client paye sa consommation à l'avance, le tout à partir d'une carte magnétique. La mise en œuvre des compteurs après paiement pour l'électricité, ce sont donc des compteurs intelligents, et le client choisira le montant de la recharge qu'il souhaite mettre dans son compteur, c'est-à-dire qu'il est libre du montant de sa recharge. Aux yeux des services techniques de EDG, cette nouvelle prestation est transparente. En plus, elle fait gagner du temps. Anciennement, on avait des difficultés de recouvrement parce que le client consommait avant de le facturer. Mais aujourd'hui, avec ces compteurs, on arrive un peu à gérer certains de nos clients. Les gens ne regardent que les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Le gaspillage, des faits qu'ils vont abandonner les mauvaises habitudes. C'est ce qui les amène à être un peu réticents. À l'annonce des compteurs à prépaiement, la psychose s'empare des ménages. Mais sur le terrain et chez les premiers clients, la réalité est tout autre. Pourquoi ils utilisent les téléphones? Alors les cartes prépayées font la même chose que les cartes prépayées. Nous avons les mêmes conséquences. Moi, je mets 50 000 ici. J'utilise à ma façon, à mon économie. Alors, j'utilise aussi les cartes prépayées à ma manière. Parce que le compteur n'a rien qui. Les ménages. Ce compteur à prépaiement économique et il nous impose la bonne gestion du courant. En banlieue, ces compteurs seront installés après les travaux du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry, PREREC. Un projet financé à près de 12 millions de $, mais dont l'achèvement pose problème. L'entreprise qui avait été sélectionnée, K2R, c'est une entreprise ivoirienne, qui n'a pas pu répondre, qui n'a pas pu remplir son contrat. Donc les travaux se sont arrêtés. Alors quand les travaux s'arrêtent, si les travaux ne sont pas terminés, on ne peut pas mettre sous tension. Donc c'est pour ça qu'il y a des réseaux qui ne sont pas encore sous tension, mais donc on est parfaitement au courant de ce qui reste à faire, et donc ça va être fait dans les mois qui viennent. Dans tous les cas, une meilleure desserte du courant électrique suppose un réseau fiable, surtout quand le nouveau système de prépaiement revient moins cher aux clients.
Autre sujet de cette édition, la première dame de la République a entamé cette semaine les activités de son cabinet au compte de l'année 2016 par une série d'audiences. Adja Djenekonde a successivement reçu les femmes de l'ONG AWEP Guinée, celles du RPG Arc-en-Ciel section Koléa ainsi que les dames de barreau. Au cours de l'audience, ces femmes ont réitéré leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé. Compte rendu Ali Badra Condé. C'est par une série d'audiences que la première dame de la République a entamé ses activités au compte de l'année 2016. La première est celle accordée aux femmes entrepreneurs regroupées au sein de l'ONG dénommée AWEP Guinée. Elles ont pour mission d'accroître l'indépendance financière des femmes en les encadrant dans leurs activités génératrices de revenus. Leur spécialité, exporter des produits agroalimentaires. Beaucoup de défis interpellent encore AWEP auxquels elle doit faire face, notamment l'obtention d'un siège digne de nom, la création d'un centre d'initiation et de formation sur les nouvelles technologies pour les femmes et les jeunes filles, l'organisation d'un forum économique et international à l'image des autres pays. D'autres sujets débattus avec Adja Djenekonde portent sur les stratégies à mener pour une autonomisation des femmes, la promotion des femmes et le renforcement de leurs capacités dans certains secteurs de la vie socio-économique sont à encourager. J'espère que cette année nous allons créer un dynamisme, faire vraiment un réseau. J'ai des conseillers, c'est vrai que je n'ai pas de conseiller économique et financier parce que après tout nous sommes une association humanitaire, donc j'ai des médecins, mais nous allons trouver néanmoins des personnes ressources pour être en contact sérieux avec vous parce que vous avez un programme vraiment porteur d'avenir afin que nous puissions travailler ensemble. J'espère, en tout cas je le souhaite et je mettrai tout en œuvre pour être à vos côtés en vue de développer vos projets de société. Cette autre audience est accordée aux responsables des femmes de RPG Arc-en-Ciel, section Koléa. Ces dames s'engagent à accompagner le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans la réalisation de son projet de société. Bonne année à la première dame et en même temps la féliciter pour la réélection de son mari. Et les doléances que nous avons à lui poser, on le lui a posé. Elle nous a donné des réponses favorables qui nous a plu. Les femmes de barreau, quant à elles, organisées en association, ont étalé à la première dame de la République le projet de développement de leur sous-préfecture. Politique au niveau du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, l'heure est à la mise en place du nouveau bureau grâce à l'appui du NDI et ce bureau sera composé de 16 membres. Le point avec Yéné Yansane. Efficacement participer à l'enracinement de la que le cadre de concertation filles-femmes des partis politiques a été mis en place. Pour évaluer le chemin parcouru par le directoire ces 2 dernières années, les membres se sont retrouvés. Les questions d'exécution des projets et programmes ont été évoquées. Je retiens vraiment de ce dernier mandat, un mandat vraiment fructueux et qui a produit des fruits, d'où nous avons vu ce résultat. Ça prouve que vraiment que les femmes ont compris qu'elles ne doivent pas rester là les bras croisés mais se battre pour pouvoir atteindre vraiment un idéal. Donc je pense que beaucoup de résultats ont découlé de ce mandat. Donc c'est vraiment pour moi une satisfaction de pouvoir vraiment présenter ces 2 bilans aujourd'hui. Depuis 2009, nous accompagnons le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Donc aujourd'hui, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale extraordinaire du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Nous les avons accompagnées depuis l'installation du cadre. Elles ont renouvelé leurs instances 4 fois. Donc le directoire sortant, son mandat est arrivé à terme. Donc c'est pourquoi nous appuyons notre partenaire de longue date, le cadre de concertation, dans l'organisation de leur Assemblée générale extraordinaire. Le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques se dit satisfait de sa collaboration avec le NDI.
Toute chose qui lui a permis de jouer pleinement son rôle dans le contexte politique guinéen. Une nouvelle stratégie de plaidoyer a été mise en place. Le NDI a toujours apporté, n'est-ce pas, sa contribution à l'épanouissement de ce cadre. Ce n'est pas seulement ce cadre, mais c'est surtout, n'est-ce pas, sur toute la vie politique guinéenne. Comme son nom l'indique, n'est-ce pas, le NDI est là pour, n'est-ce pas, former la jeune nation que nous sommes en matière de démocratie. Financé par l'USAID, le NDI a pour rôle d'accompagner les partis politiques évoluant en Guinée. Un nouveau directoire qui sera mis en place est composé de 16 partis politiques. Une centaine de femmes et filles des écoles professionnelles de la capitale ont bouclé cette semaine une formation. Objectif, renforcer leurs capacités en vue de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Compte rendu, Saïdou Bandiaï. La plomberie, la maçonnerie, l'électricité ou encore la restauration et la floriculture, tels sont entre autres corps de métier appris par ces femmes et filles au bout de 5 mois. Je suis très contente d'avoir obtenu mon diplôme. J'ai fait la maçonnerie, donc j'ai obtenu mon diplôme dans la transparence avec une grande joie. Très ambitieux, ce programme socio-professionnel est financé par la fondation Paul Gérin, La Joie, une ONG dont le principal credo est l'autonomisation de la femme. Ces filles aujourd'hui ont la main. Il s'agit juste de les coacher pour pouvoir que les filles de Guinée peuvent vraiment faire quelque chose en un temps aussi record. Donc, et c'est là on a eu des excellents formateurs dans les centres de formation professionnelle qui ont su quand même vraiment former ces filles en moins d'une année. Une dynamique soutenue par l'UNICEF et la société civile, deux partenaires qui partagent l'action gouvernementale en matière de développement et d'appui à la jeunesse. Voir que les filles et femmes peuvent réussir dans la formation professionnelle et devenir des modèles pour toutes les filles et femmes de Guinée en situation difficile. Nos chères filles, n'ayez pas honte de commencer comme manœuvre dans un chantier. Ne vous gênez pas de commencer votre travail par être manœuvre. Quand vous êtes manœuvre et qu'on se rend compte que vous savez poser les briques, automatiquement vous allez passer de stade. Tous les grands hommes ont un passé. L'école de ma vie, l'école professionnelle, deux thèmes qui ont marqué cette journée. Un moment de gaieté sanctionné par la remise de diplômes aux femmes et filles bénéficiaires de la présente formation. La coopération entre la Guinée, la France et le PNUDETO Bofix, les différentes parties viennent de réaliser une nouvelle gare routière dans la commune urbaine de Bofa. Coût du projet, plus d'1 milliard de francs guinéens. C'est l'ambassadeur de France qui a coupé le cordon inaugural. Le point avec Abdelaziz Baldé. C'est une gare routière moderne qui répond aux normes de la sous-région. Elle comprend des îlots de stationnement, un bâtiment administratif, des locaux pour la restauration rapide des voyageurs et une grille d'enceinte. C'est le fruit de la coopération décentralisée entre la préfecture de Bofa et la Charente-Maritime française. Le développement des villes du littoral fait partie intégrante du développement de la Guinée. Et on ne peut pas développer les villes comme Bofa sans avoir des équipements publics. Les équipements publics, parce qu'il faut que les gens circulent, et qu'ils circulent dans des bonnes conditions de sécurité, c'est très important, et qu'il y ait à l'intérieur d'une ville un endroit, un lieu où les gens se retrouvent, se regroupent, où ils peuvent prendre un véhicule dans des bonnes conditions et où on évite les encombrements à l'intérieur de la ville et à l'entrée de celle-ci en particulier. La région de Boka, de Bofa, et je crois qu'il y a une synergie réelle à trouver entre des grands bailleurs de fonds, tels que vous, et la population, puisque nous sommes capables de faire l'interface et de mener à bien, car il faut construire les projets, mais il faut surtout les faire vivre ensuite. Et je crois que c'est un vrai... La structure a coûté plus de 1 milliard de francs guinéens, financée en grande partie par la France. L'initiative est saluée par les habitants de Kolichoro. Je vais m'engager à préserver ce paquet, mais à le rentabiliser. C'est extrêmement important
parce que c'est un bijou, c'est une première dans la région de Béké. Et j'avoue que nous allons jalousement se regarder cette partie et essayer d'apporter un rendement pour que les partenaires puissent continuer à nous accompagner pour que la commune soit crédible aux yeux, n'est-ce pas, de nos partenaires privilégiés. La construction de cette gare routière a duré 5 mois, exécutée par l'entreprise en cobalt. Le PNUD a accompagné la réalisation de cette gare routière. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, procédera à la remise des matériels, des équipements et consommables à 115 jeunes filles issues des milieux défavorisés des préfectures de Kindia et du Breka. Cette cérémonie se situe dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes de Guinée. Elle vise les jeunes filles qui ont bénéficié, grâce à l'appui financier de l'UNFPA, des formations en art culinaire, transformation agroalimentaire, teinture et saponification. À cette occasion, 60 femmes et jeunes filles guéries, veuves d'Ebola de la région de Kindia, bénéficieront également de matériel scolaire, des kits de maraîchage et de couture afin de leur faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. L'événement se déroulera à la Direction générale des centres d'autonomisation et de promotion des femmes près du Jardin des Octobres, Corniche Sud, le mardi 26 janvier 2016 à partir de 15 h. Les invités à tous les niveaux sont priés de bien vouloir rehausser de leur présence la dite cérémonie. Sport à présent, le Sili local prépare son deuxième match contre le MENA du Niger. C'est au compte de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations. Le match est prévu demain vendredi à 13 h et Kadiatou Traoré a suivi l'entraînement de notre 11 national. Suivez. Ce deuxième match est un tournant décisif pour la qualification au second tour. La défaite est interdite et pas de calcul possible. Les 3 points sont impératifs. L'encadrement technique et les joueurs en sont conscients. C'est pourquoi ils mettent toutes les chances de leur côté à pouvoir battre cette équipe nigérienne qui a fait un naufrage lors de sa première sortie face au Nigeria. 4-1. On a vu cette équipe du Niger. Je crois que nos atouts vont être nos ailiers. On a reconverti notre 4-4-2 en 4-3-3 et on a beaucoup travaillé l'animation, les deux animations, c'est vrai, défensive et offensive, mais nous avons beaucoup accentué le travail sur l'animation offensive, sur la finition. Je pense que à ce rythme, je crois que ce soit le Niger ou n'importe quel pays, nous avons du répondant et je pense que je confirme que je suis très optimiste et très confiant. L'infirmerie n'est pas vide. L'auteur de doublé contre la Tunisie, Alseni Kamara Agogo, Abdoulaye Aminata Kondé et Boniface Saba y séjournent. Mais le médecin de l'équipe rassure. Je vous dirais tout simplement que Aminata avait fait une extension forcée de la jambe gauche qui a entraîné une gêne fonctionnelle. Pour le moment, je ne peux pas me déterminer parce que dans les lésions musculaires, vous avez deux types de lésions. Des lésions musculaires avec atteinte des fibres musculaires qui sont encore beaucoup plus dangereuses et des lésions musculaires sans atteinte des fibres musculaires. Donc c'est l'imagerie qui peut nous aider à poser un diagnostic clair. À Gogo, c'était une entorse bénigne depuis le lundi, nous avons pris le devant. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il s'est entraîné aujourd'hui et puis nous continuons le traitement. Dans cette poule C, c'est le Nigeria qui est en tête avec 3 points. Suivi de la Guinée et la Tunisie, 1 point chacun, le Niger ferme la marche avec 0 point. La rencontre entre le Sili et le MENA du Niger est prévue à 15 h heure locale et à 13 h temps universel au stade municipal de Kigali. Soriba Soare
n'est plus gouverneur de la ville de Conakry. Depuis sa nomination, Soriba Sorel Camara était sur tous les fronts. La sécurisation des populations, l'assainissement et la gouvernance locale sont entre autres des sujets qu'il a exécutés. Moussa Bangoura revient sur les actions de ce grand homme. Suivez. Soriba Sorel Camara a pour le développement de la ville. Sur le plan de la concrétisation de la décentralisation, plusieurs actions sont exécutées par le président du conseil de ville et son équipe, mais des défis restent à relever. Le président du conseil de ville, sur le volet décentralisé, a pu organiser régulièrement des conseils de ville au cours desquels les sessions ont délibéré sur les actions à entreprendre. Au titre de ces actions, nous n'allons pas faire une liste exhaustive, mais vous retiendrez qu'au titre des infrastructures, il y a eu la construction d'un bloc administratif R+2 qui est actuellement en chantier dans l'esplanade, c'est visible là, c'est exécuté à 45% environ, parce qu'aujourd'hui la fondation est faite et le niveau qui suit la fondation est également rendu. Et il va rester le deuxième niveau et puis les travaux de finition et l'ameublement. Pour la sécurité des personnes et leurs biens, l'opération Armes contre récompense a été lancée. Le gouverneur Soriba Sorel Camara aura réussi à convaincre des citoyens à déposer librement les armes de guerre à Conakry. D'autres activités comme l'embellissement des ports artisanaux et l'assainissement de la capitale sont également à mettre à l'actif du défunt président du conseil de ville. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous voulons, à savoir rendre le site propre comme on avait l'intention de faire. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on peut se promener à petit bateau sans hésiter, sans peur. Nous avons entrepris la libération des emprises de la ville de Conakry avec mon ministre, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Tout le programme que nous sommes en train, tout le programme sur lequel nous avons évolué et le programme sur lequel nous sommes en train d'évoluer, nous l'avons tracé de commun accord avec Soriba Sorel Camara. Beaucoup d'actions ont été entreprises. Sur instruction de son autorité, nous avons par exemple déguerpi le port de Boulbiné. Le port de Boulbiné à l'époque était un no man's land où toutes les activités néfastes étaient permises. La campagne pneus contre riz à 8 jours, 500 pneus pour 1 tonne de riz. Dans cette dynamique, plusieurs emplois ont été créés pour aider des jeunes à se prendre en charge et à lutter contre le banditisme dans le quartier. Aussi, les mises en garde et interventions musclées du gouverneur ont évité à la capitale et à sa jeunesse plusieurs soubresauts politico-sociaux. Son amour pour Conakry et ses populations était d'une ardeur inoubliable. Tenez, je vous donne le programme des obsèques du regretté Soriba Sorel Camara, gouverneur de fin de la ville de Conakry. Journée du vendredi 22 janvier 2016, de 9h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, 10h à 12h, exposition du corps dans la salle de congrès du Palais du Peuple, témoignage, lecture de l'oraison funèbre, 12h30, arrivée du corps à la mosquée Faisal, 13h30, prière suivie de l'enterrement au cimetière Cameroun. Paix à l'âme de Soriba Sorel Camara. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la chaîne nationale.